qui ne sont pas, pour ceux qui ne sont pas présents, bah, écoutez, il y a un enregistrement qui pourrait être partagé. Cet enregistrement qui vient d'être lancé par Priyanka. Namasté Priyanka. J'espère que tu vas bien. Namaste Priyanka. Namaskar. Namaskara. Namaskar. Namaskar. Okay. Hi, everyone. Hi. Bonjour. Namaste. Est-ce que c'est Namasté ou est-ce que c'est Namaskar, Priyanka? Both can be used. Ah. Tu parles plus français. Tu ne parles plus français maintenant. Et au Népal, c'est beaucoup de Namaskar. Namaskar. Oui, that's more for elders, I guess. Ah bon. Ouais. Bon, bah voilà. Pierre, je crois que ça a été dit. Hein. J'apprends tous les jours. Un vieux schnock. Voilà. Il faut s'y faire, Pierre. Hein, on ne rajeunit pas. Ouais. Bon, allez, à toi, avance. On avance. Aujourd'hui, on va travailler sur la qualité des médicaments. C'est la 3e session. Et on va essayer de voir en effet en quoi et pourquoi la qualité des médicaments est importante. Priyanka, je n'ai pas la main sur les slides, donc peut-être qu'on peut faire un petit quelque chose pour ça. On va te laisser la main sur rien du tout. Ouais. Bravo. Non, toujours pas. Ah, moi, je l'ai vu. Ok, est-ce que ça marche maintenant? Non. Mais c'est pas possible. Je vous ai donné le contrôle. Oh, t'es embêtant, Gilles. Hein. On donne le contrôle, tu ne le veux pas. Tu as le contrôle, toi, Pierre, ou pas? Oui, attends, je l'ai vu. On donne le contrôle et tu ne le veux pas. Non, bah, mais peut-être tu peux passer le slide dans ce cas-là, Priyanka, s'il te plaît. Merci. Donc, premièrement, un petit test. Hein. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Voilà, on lance le test. Est-ce que vous vous sentez bien, super bien, bien, moyen? Ça pourrait aller Il ne faut mieux. pas faire peur aux participants. Tu parles d'un test, c'est un sondage. C'est vrai, on ne fait pas un test, ce n'est pas un test du tout. C'est en effet juste comme ça. C'est juste comme ça pour le plaisir de partager, façon de se saluer et de dire ouais, ça va bien, moyen. Ça pourrait aller mieux. On va tout simplement voir ce qu'ils pensent de ta frimousse qui est revenue, parce que moi, j'avais quand même 80% de super bien. Quoi. Ah oui, c'est quand j'arrive, moi, tout de suite, ça descend. On va voir. Ah 33% super bien, 33% de bien, 33% de moyen. Bah, tu dois faire peur aux gens, c'est peut-être parce que tu es mal rasé. Peut-être. Bon, écoutez, je suis désolé. En tout cas, quand même, c'est un bon. Déjà, c'est bien, il n'y a personne qui est dans le bas de la catégorie. Un tiers, un tiers, un tiers. Hein, 3 tiers qui sont répartis entre le top et puis le bien et puis le moyen. Écoutez, vraiment, hein, comme toujours, comme on dit toujours, la vie est un peu faite comme des montagnes russes. Hein. Des fois, on est au top, des fois, on est au fond. C'est bien d'essayer de garder, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, une position équanime, l'équanimité. Quelqu'un dirait il faut mépriser les hauts et repriser les bas. Voilà, comme dit Pierre toujours, la sagesse de Pierre. Donc, on va faire un petit sondage, puis c'est aussi pour tester un peu une application hein, qui s'appelle Menti.com. Donc, en allant sur menti.com, on vous propose d'écrire quelques mots. Hein. Vous allez sur www.menti.com, vous entrez le code 187. Hein, Mais tu es sûr, il y en a un juste en dessous là, qui dit autre chose. Non, c'est celui du haut, 187 17 48. Hein. 187 17 848. Voilà. Et puis, on 187 17 848. 848. Ok.
Et puis, sur cette page, vous allez répondre à la question qui vient d'être posée. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas? Si, moi, ça marche. Ouais. Ok. C'est parce que tu es le 187 directeur. 17 848. Hein. Alors, allez-y, et puis vous entrez quelques mots pour décrire votre point de vue sur pourquoi la qualité des produits médicaux est importante. Donc, vous pouvez le mettre, hein, vous mettez les mots que vous voulez. Ça va nous sortir une belle vision de vos contributions. Mettez juste un mot, hein. C'est bien le mot important. Vous pouvez partager votre écran et vous pouvez essayer de le montrer, je pense. Moi, que je partage mon écran, ça tu veux dire? Ah oui. Ok, je vais partager mon écran pour que tout le monde voit comment ça fonctionne. Est-ce que tout le monde a... Est-ce que peut-être que tu peux remettre le lien sur ah non, sur le chat pour que les gens puissent copier directement? Peut-être que ce sera encore mieux, quoi. Donc, si vous rentrez tous le lien si vous rentrez tous le lien www.manti.com, voilà, vous allez arriver sur le Mentimeter, d'accord? Et là, on va vous demander pour dire quelques mots voilà. Alors, vous voyez, moi j'ai mis santé, efficacité, bonheur, voilà, par exemple, hein, qui sont voilà pourquoi on peut avoir des trucs. Et puis, si je fais submit, voilà on a entré. Donc après, on va demander les résultats, mais c'est un peu tôt pour les demander puisque c'est encore un peu tôt pour les résultats parce que tout le monde n'a pas encore rentré les choses. Donc, je vous engage à tous mettre sur Mentimeter les éléments qui ont été partagés. Est-ce que vous les avez vus tous sur le chat? Moi, je ne sais pas pourquoi ça galère là. Ouais, c'est pas chouette, là. Tu aurais pu y aller, toi Ah, moi, j'y suis allé, j'en suis revenu. Ça y est, tu as rempli? Mhm. Bon, très bien. Hop, vous mettez comme ça, Mentimeter, vous mettez le chiffre, vous mettez submit et vous mettez les mots que vous souhaitez mettre. Priyanka, tu as accès aux résultats? Oui, est-ce que vous pouvez quitter alors, je peux partager mon écran? Oui, Voilà. merci. Donc, Priyanka va nous montrer les résultats. Voilà, merci. Bon, efficacité, santé, bonheur, ça c'est ça, voilà, mais ça revient beaucoup. Donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont mis. Si c'est en gros, hein, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont mis. Est-ce que tu peux fermer l'onglet Content, s'il te plaît, Priyanka? À droite, là, en haut à droite. La petite croix au-dessus, voilà, juste au-dessus. Pour qu'on soit un peu plus grand. La petite croix, là, à droite, Content. Tu peux cliquer dessus. Non, 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 en dessous. À gauche. Ah, merci, super. Bon, c'est pas tellement plus grand. Donc, pourquoi pensez-vous que le produit, voilà, donc meilleure qualité de prix, primordial, UHC, essentiel, effectif et efficace, bonheur, sauve des vies, sécurité, santé. Voilà. UHC, il y en a d'autres qui arrivent encore peut-être. Non, UHC. Quelqu'un veut traduire UHC? Ce que je comprends pas, c'est bonheur. C'est moi qui l'ai mis, je crois. Ah bon?
pour le test, quoi. Mais en plus, on est heureux, quoi. Quand on est en bonne santé, on a des médicaments en bonne santé, ça fait une famille heureuse, c'est important. Parce que la C'est santé en important. tant que telle n'est pas un but en soi, quoi. Hein. C'est C'est un important. moyen. C'est important. Sensibilité médicaments, meilleure qualité de prix. Ouais, tout ça, c'est bien. Hein. Donc, merci pour tout ça. En effet, je pense que tout est justifié Et dit, tout et est dit. dit. UHC, Pierre, UHC? Sur les briques de lait, il n'y a pas marqué UHC? Non, UHT. Ah, pardon. Ben, pour moi, c'est. Ben, je sais pas. Est-ce que la personne qui a mis UHC peut nous l'expliquer, s'il vous plaît, ou la mettre dans le chat? Très bien. Je le dis dès que ça a été Merci. expliqué. Tu peux Merci. avancer. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, cette semaine, c'est le module sur le contrôle qualité dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, il y a des discussions sur le forum, sur les politiques de contrôle qualité, sur le budget qui est nécessaire pour le contrôle qualité. Et puis, il y a tout le travail qu'on fait sur la découverte de la cause fondamentale. Comment trouver les causes profondes plutôt que de s'arrêter aux symptômes. Ça, quand on parle de santé, c'est un point qui est important, mais c'est aussi vrai quand on parle de supply chain. Voilà. Et puis, une étude de cas sur les faux médicaments et le paludisme. Donc, voilà un peu les avancées qu'il y a eu sur la Hive cette semaine. Voici la progression des participants, donc c'est bien quand même, hein, les gens sont bien avancés. Il y a peut-être une ou deux personnes qui sont... Bon, il y a deux personnes qui n'ont pas commencé du tout. Là, ils vont avoir du mal à rattraper quand même tout ça. Il y a une petite dizaine de personnes qui est un peu en retard, mais ça va rattraper. Et puis sinon, voilà, le gros de la cohorte, hein, qui est quand même bien dans les temps, en bonne progression. Donc, bravo. En continuant comme ça, normalement, hein, il devrait y avoir un bon taux de réussite, comme c'est souvent le cas à Madagascar. Donc, ensuite, on va prendre un peu de temps pour regarder le devoir de la semaine 2, sur la gestion des données et l'utilisation du système de gestion logistique, du système d'informatique de gestion logistique. Donc, la question, c'était réfléchir à la situation de votre pays et rédiger des réponses. Donc, il y a eu quatre réponses qui ont été proposées. Hein. Donc, on va revoir un peu ces devoirs. On va demander donc, alors je ne sais pas si les personnes sont là aujourd'hui, justement, et s'ils peuvent intervenir pour nous présenter un peu leur dossier, ce qu'ils ont fait. Donc, je ne vois pas Strakama Pianina Rakotobe, je ne la vois pas. Je ne vois pas non plus Asina Rakoto Malala. Je ne vois pas parmi les participants. Et non, en fait, les participants ne sont pas là, donc ça va être compliqué. Les participants qui ont été identifiés ne sont pas là. Donc, je ne pense pas qu'on va pouvoir avancer sur ce dossier, au slide, hein, puisqu'il n'y a pas la présentation ne pas être possible. Je ne sais pas, toi, Pierre, si tu as quelque chose à rajouter sur ces... Ben, est-ce que Priyanka, est-ce que vous pouvez nous présenter, nous mettre à l'écran les présentations et on va les commenter? À défaut d'avoir ces 4 participants, n'est-ce pas? OK. Ok, mais je n'ai pas téléchargé les
document à ce moment? OK. Non, mais dans ce cas-là, on va avancer. Et puis, ben, écoute, s'il n'y a pas les participants qui sont présents, ben, il n'y a pas de problème. Mais on peut au moins en faire un. On a 20 minutes pour ça, non? OK, si vous voulez, s'il y a des contributions, bon, si parmi les participants qui sont là, quelqu'un veut commenter hein, sur le travail qui a été fait, sur les systèmes d'information de gestion logistique. Bon, c'était le cours de la semaine dernière, donc Mais je peux le faire si vous me donnez 2 minutes, toi. On vous donne plus que 2 minutes? Ok, merci. Peut-être Je vais 3? le faire. Ok. un point qui est important quand même hein, sur les données de manière sur les données logistiques, hein, c'est qu'aujourd'hui il y a une grosse, tout le monde investit énormément dans la disponibilité des données, la reliability, la confiance dans les données, hein, l'intégrité des données. Ensuite, comment on les utilise pour prendre des décisions, comment on utilise ces données pour pouvoir euh, faire des diagnostics réguliers de la chaîne d'approvisionnement, ce sont des points qui sont en effet, et améliorer en effet l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. C'est une chose qui demande vraiment une attention permanente, mais qui demande aussi de faire toujours le lien entre les informations qu'on a, les données, et les faits concrets. Qu'est-ce que ça veut dire matériellement donc faire le lien. Hein, on a tendance parfois à trop se concentrer sur les données sans automatiquement avoir derrière voilà, une image, une compréhension très claire de la réalité à laquelle ça renvoie. Voilà. Donc, Donc, Gilles, je peux utiliser un exemple? Vas-y, vas-y. continue. Non, vas-y, Donc, vas-y. ce matin, là, je suis au Népal et je suis dans une mission et j'ai interrogé dans une division qui s'appelle la division du management de la santé. Et il y a une section qui s'occupe des données de la santé, à la fois le sigle et à la fois le SNIS, le SNIS, non, le système national d'information. Non, c'est pas le SNIS. Si, c'est peut-être le SNIS. Bref. Et alors, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui est rapporté par DHIS2? Et DHIS2 me disait, bon, bah, il y a toutes les données des interventions médicales, mais par contre, il y a seulement les stocks et le planning familial qui a été consommé, seulement les données de consommation du planning familial et des vaccins. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous faites de l'usage rationnel? Est-ce que vous analysez l'usage rationnel? Oui, oui, oui. Pour ces deux types de produits, on le fait. Bon, c'est très simple hein, pour les vaccins. Normalement, vous avez 2 personnes vaccinées, vous avez 2 fioles de vaccins, de BCG par exemple, qui ont été utilisées. Ou alors, si c'est par 10, eh ben, c'est 2 sur 10. Mais je lui dis, mais pour les autres produits, eh ben non, en fait, parce que les autres produits ne sont pas rapportés dans DHIS2, ils sont rapportés dans le sigle. Je dis, mais alors pourquoi dans le sigle? Pourquoi vous ne comparez pas les 2 bases de données et avec des tableaux croisés dynamiques, vous êtes capable de sortir donc l'usage rationnel pour les produits du palu, du VIH, et etc., toutes les autres. Et la personne dit, bah, en fait, on ne nous l'a jamais demandé. Donc, est-ce que ce service qui a des analystes, 1 ou 2 ou 3 très compétents, puisque le gars me dit, moi j'utilise, je suis une ceinture noire de tableaux croisés dynamiques, je lui dis, bah, moi aussi, on serre bien la main. C'est dommage parce que vous pourriez être utilisé, faire ça et envoyer ça à tous les programmes. Eh ben non. Il me dit, mais attention, parce que c'est peut-être les programmes qui reçoivent les bases de données et qui font eux-mêmes l'usage rationnel. Bon, c'est un genre d'exemple qu'on peut rencontrer dans un pays tel que le Népal.
OK, voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, en effet, hein, c'est vraiment très important, comme tu viens de le préciser, de toujours faire le lien entre les données qu'on a et la réalité du terrain. Et puis, il y a vraiment deux types de données, hein, on l'a déjà évoqué, mais je le redis, ça c'est quand même très, très important. Il y a les données qui vont servir à améliorer de manière structurelle, hein, de manière structurelle les, les, la chaîne d'approvisionnement, en regardant l'efficacité sur le long terme de la chaîne d'approvisionnement et en prenant des mesures qui permettent en effet voilà, d'optimiser les flux. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a les données qui vont permettre, sur le court terme, dans l'immédiat, d'améliorer la façon dont les activités sont gérées. C'est-à-dire de voir les produits qui sont en rupture, les commandes qui devraient être livrées et qui n'ont pas été complétées, les produits qui sont en stand-by quelque part, toutes ces choses-là. Donc, il y a à la fois les données qui sont analysées sur le long terme pour améliorer l'efficacité et l'impact, faire un diagnostic de la chaîne d'approvisionnement, et puis bien évidemment les données pour gérer l'activité. Il ne faut pas trop passer de temps sur le long terme si on ne règle pas l'efficacité. Parce que souvent, ces données, ce qu'elles permettent avant tout, c'est ça, hein, c'est de pouvoir s'assurer qu'au jour le jour, les produits sont bien disponibles et voilà, bien là où ils doivent être. Donc voilà quelques commentaires là. Donc voilà, on peut les lire. Hein. Quel est le traitement de choix recommandé pour l'OMS pour le paludisme? Voilà, bon d'accord. Combinaison thérapeutique, bon, ça c'est des réponses bien complètes, mais achetez toujours les médicaments antipaludiques préqualifiés par l'OMS auprès d'une source réputée, et les médicaments qui sont correctement entreposés. En Source, effet, ça peut être un fournisseur. Hein. Je crois que c'est ce qui veut dire et ce qui veut être dit ici, c'est les fournisseurs, d'un fournisseur réputé. Et bien entendu, enfin, quand on est à une formation sanitaire, on ne peut pas choisir le fournisseur, n'est-ce pas? Et ensuite, on ne peut pas savoir si les médicaments antipaludiques ont été correctement entreposés et transportés. d'accord. Mais est-ce que ça, c'est sur les faux médicaments, mais c'est pas, enfin, bon, ok, je croyais Non, qu'on c'est faisait un peu. bien. Mais je Comment les conviens. faux médicaments antipaludiques contribuent-ils au fardeau du paludisme, en particulier en Afrique subsaharienne? Ok. La prévalence de faux médicaments est encore très élevée. Le tiers des médicaments antipaludéens sont faux. Wow, 33%. Les décès vont diminuer. Les patients. Alors, si ces médicaments ne sont plus sur le marché, à ce moment-là, les décès vont baisser puisque les gens vont accéder à des vrais médicaments qui vont avoir un impact sur leur santé. Les patients et la communauté ne vont pas perdre confiance envers les professionnels de la santé. Ben oui. Parce qu'imaginez, vous allez dans une formation sanitaire, vous prenez les produits, vous les achetez, soit ils sont gratuits, soit ils ne sont pas totalement gratuits, et ça n'a aucun impact. Vous perdez un peu foi et confiance dans... Pourquoi tu rigoles? Oui, hein. Je vois la réponse de Priyanka sur UHC. Ok. UHC. Oui, c'est ça. C'est en fait c'est l'assurance santé universelle, la Voilà, c'est quelqu'un, couverture. il y a quelqu'un qui nous a mis un acronyme en anglais. Aïe, 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 Alors, Priyanka. on va pas la dénoncer, hein, on va pas la dénoncer, mais donc voilà, il y avait un acronyme en anglais, UHC, Universal Health Coverage, la couverture universelle de santé. Excuse-moi, Pierre, je te laisse finir. Il n'empêche que le test qui est là, c'est le test quand même c'est pas le test lié aux données informatiques, hein, parce qu'on était parti sur l'analyse des Ah données, bon? le besoin de sigles. Donc l'étude de cas qui est là, c'est pas l'étude de cas sur le sigle. Il n'y a pas de problème, c'est Je surgé sur connais quel. hors sujet là. Tu es hors sujet, Pierre, parce que c'est toi qui développes. Hein, donc c'est toi qui développe. Donc, Bah oui, Pierre, c'est vrai en fait. Pourquoi on parle de il y a pas de qualité problème, alors c'est pour ça que je te jamais, mais c'est pas très grave. On va avancer et ça fait bien le lien avec le cours d'aujourd'hui. Donc continuons avec ça. D'accord. Très bien. Quel est le rôle d'un professionnel de la chaîne d'approvisionnement dans la résolution du problème
de faux médicaments antipaludiques. En premier lieu, renforcer le processus de contrôle qualité avant, pendant et après la livraison de produits. Ça, c'est très précis. Avant, c'est-à-dire que alors, si on comprend que la livraison des produits, c'est au niveau périphérique, ça veut dire que avant, ça veut dire que quand c'est importé, il y a le contrôle qualité doit exister à l'atterrissage, enfin à l'arrivée dans l'entrepôt central, pendant, c'est-à-dire à tous les niveaux intermédiaires et après transport. Et ensuite, dernièrement, c'est après que les produits arrivent aux formations sanitaires. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité post-marketing. C'est un terme qui est un peu, enfin, c'est bizarre, post-marketing, mais bref, ça a été expliqué, ça a été dit comme ça a été utilisé comme ça. Suivre également le respect des directives d'entreposage et de conservation. Ben oui, effectivement, les professionnels de la chaîne d'approvisionnement doivent respecter ça et dans la mesure, voilà. Et ça, c'est audité normalement par le régulateur qui, à Madagascar, doit s'appeler la direction de la pharmacie, qui doit avoir des inspecteurs et qui inspectent et qui auditent dans l'entrepôt central de la Salama ou alors dans les autres entrepôts des bailleurs de fonds, ou alors des entrepôts intermédiaires et des salles de stockage périphériques pour savoir si effectivement les directives sont bien appliquées. Mais tout ceci est cité et doit reposer sur une politique pharmaceutique bien définie. Une politique pharmaceutique bien définie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les directives doivent exister. Le régulateur doit jouer son rôle de régulateur, il doit réguler, mais il doit aussi fournir la règle. Et notamment au Népal, j'ai étudié tout ça et en fait, c'est très vague, c'est pas suffisant. On audite contre quoi? C'est pas très clair. Il faut également mettre en place un organe de lutte contre les contrefaçons. Donc, ça peut être à la fois ici, il y a souvent une autorité qui s'occupe de la coordination. Pourquoi? Parce que la contrefaçon, elle peut être arrêtée à la douane, routière, aérienne, tout ce genre de douane. Elle peut être arrêtée aussi par l'autorité de régulation quand l'autorité démantèle des manufacturiers qui produisent des contrefaçons. Ça peut exister aussi en Afrique et au Népal aussi, au Pakistan, en Inde, en Chine. Mais aussi, donc ça se fait à la production. Deuxième aspect. Troisième aspect, en faisant des inspections à la fois en Afrique, et c'est peut-être le cas aussi à Madagascar sur les marchés illicites, les petits marchés, pour en fait casser cette vente. Ça peut se faire aussi dans des pharmacies privées lucratives, chez des grossistes répartiteurs. Ça doit se faire à tous ces niveaux-là et ensuite, bien entendu, au niveau des patients, c'est-à-dire dans les formations sanitaires, parce que des formations sanitaires peuvent avoir acheté en dehors de la chaîne d'approvisionnement du pays et donc intégrer, comment dire, je suis dans un environnement anglais, donc le français introduit, c'est ça, des produits qui sont des contrefaçons ou de mauvaise qualité. À toi, Gilles. Merci beaucoup, Pierre, pour ce développement voilà, très utile sur ce cas-là et en effet sur les enjeux autour de les produits de mauvaise qualité. Ce qui nous permet, peut-être qu'on va revenir à la présentation, Priyanka, please. Ce qui va nous permettre de faire le lien directement avec ce qu'on doit faire aujourd'hui. Non, Priyanka, je ne crois pas qu'on va faire les deux tests. Si on peut aller directement, on ne va pas faire les deux tests, on va passer directement à la présentation. Merci. Namaste. Donc, aujourd'hui, le sujet, comme ça nous était introduit par Pierre, c'est la qualité des médicaments. Et donc,
on va aborder, on va faire des réflexions sur la qualité des produits dans la chaîne d'approvisionnement. D'accord? Donc, on va regarder différents contextes dans différents pays, différents environnements. Et puis, on va essayer voilà, d'avancer un peu sur ce sujet, de mieux le cerner, de mieux en comprendre les enjeux. Donc, pour commencer, un petit sondage pour savoir, quand vous regardez votre propre pays, Madagascar, est-ce que vous considérez que la situation est plutôt mauvaise, qu'elle est plutôt bien gérée, ou qu'il n'y a pas de produit du tout? Voilà, donc on vous... De qualité inférieure, des produits de qualité inférieure ou falsifiés. Exactement. Donc, vous pouvez répondre au petit sondage rapidement. Pendant ce temps-là, voilà, on montre Cas récent. un cas récent, exactement, qui est le Ne cas d'un... cherche pas à te caresser, hein, Gilles, hein, dans le sens du poil. Pardon, un cas récent, en effet. Donc, ce cas récent, hein, qui date, si je ne me trompe pas, du début de l'année, hein, il y a un mois à peu près, quoi, hein. Donc voilà la réponse du sondage. Oui, la situation est assez mauvaise. Oui, mais les acteurs le gèrent bien. Et puis, non, il n'y a pas de problème, il n'y a personne. Donc, en effet, il y a des problèmes et la situation est quand même assez voilà, inquiétante. En tout cas, il faut la prendre en main. Voilà, donc là, c'est un sirop indien, hein, qui aurait tué en Gambie, hein, 66 et même plus, parce que je crois qu'il y a eu il y a eu des morts après, des séquelles après, malheureusement, Ah, mais dans plein de pays. dans plein de pays. Mais enfin, 66 en Gambie, Ils sont en Indonésie. voilà, 100 en Indonésie. Et encore une fois, ça, voilà, c'était à un moment donné, mais malheureusement, depuis que c'est arrivé, il y a eu encore des séquelles et des enfants qui avaient eu des séquelles qui étaient juste malades, qui maintenant ont été malheureusement euh, voilà, qui sont décédés. Donc, on voit que encore, c'est pas une histoire du passé, qui peut avoir des impacts vraiment extrêmement dramatiques, hein. Et en effet, c'est vraiment une préoccupation majeure, hein. Et non seulement au niveau national, mais maintenant c'est au niveau global, puisqu'on voit qu'une production dans un pays donné peut avoir des impacts partout, partout dans le monde. Donc là, il y a quelques données, hein, qui peuvent être intéressantes à regarder, hein, pour que tout le monde soit, voilà, qu'on voit de quoi on parle, hein. 200 milliards de dollars, 200 milliards de dollars de faux médicaments qui sont vendus chaque année dans le monde. C'est un montant énorme, hein. 42% Et de tous les faux surtout, il faut médicaments. dire que c'est un business mafieux maintenant. C'est très clair que c'est devenu la mafia. Mm. Donc voilà, c'est un métier, voilà, un business mafieux, comme vient de le dire Pierre. 42% de tous les faux médicaments dans le monde sont signalés en Afrique, hein, selon une source de l'OMS, entre 2013 et 2017. Voilà, l'Afrique subsaharienne ou la sous-région du Grand Mékong sont les zones les plus touchées par les produits falsifiés de qualité inférieure. Il y a une prévalence élevée dans les d'antipaludéens dans les produits de qualité inférieure et falsifiés. Et puis l'achat par les patients qui doivent acheter de leur propre poche des produits et qui donc vont forcément essayer d'aller vers le moins cher, hein, parce qu'en effet, voilà, on ne voit pas comme ça de l'extérieur que le produit n'est pas de bonne qualité. Donc, c'est ça vraiment qui va nourrir, hein, alimenter ce marché mafieux, comme vient de le dire Pierre. Donc voilà ces données, gardez-les bien en tête. Et en effet, on va commencer à faire un petit travail, une petite discussion en plénière. Donc on vous invite vraiment à prendre la parole et à commenter un peu voilà, sur ces questions-là, les points qui sont là. Donc, le premier point, c'est une question de politique générale. D'accord? Alors, faible autorité,
Selon vous, quel est le point chaud des produits de mauvaise qualité? Est-ce que c'est la question de politique générale? Est-ce que c'est un problème d'application de la loi? Est-ce que c'est un problème dans la sélection? Est-ce que c'est un problème de logistique? Ou est-ce que c'est un problème financier? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Alors, je vous propose qu'on fasse ça en plénière, qu'on en discute. On n'est pas très nombreux, donc on va pas forcément se séparer en sous-groupes. Alors, je sais qu'à Madagascar, les gens ne prennent pas toujours la parole. Donc, n'hésitez pas non plus à utiliser le chat pour nous dire si vous pensez que le vrai problème, c'est un problème de politique générale, un problème d'application de la loi, ou un problème de sélection des produits, un problème de logistique ou un problème financier. Donc, vous nous avez dit tout à l'heure dans le test, enfin dans le sondage, que selon vous, à Madagascar, c'était vraiment un gros problème, hein, ces problèmes de produits voilà, de sous-standards, hein, ou falsifiés. Alors voilà, les cinq raisons potentielles, hein, voilà, qui peuvent être une. N'hésitez pas, allez-y, hein, on attend les commentaires, soit les levées de main, si on veut voir une foule Ah, de il faut levées, désigner un volontaire, là, je pense, hein, Gilles. ou bien si quelqu'un veut répondre sur le chat. Ou est-ce qu'on voulait qu'on désigne un volontaire? Faible autorité de l'agence réglementaire, faible leadership dans la conduite de la chaîne d'approvisionnement, faiblesse des contrôles frontaliers et douaniers et post-marketing ou pendant la production, stratégie d'approvisionnement qui ne se concentre pas sur les critères de qualité et la liste nationale des médicaments essentiels, problème de logistique et une pratique inadéquate d'entreposage et de stockage et de transport, et les produits publics étant onéreux, les patients achètent des produits illicites. Entre ces 5 solutions, 5 problèmes, 5 causes profondes, lesquelles, pensez-vous, sont adaptées au cas de Madagascar? Allez, on a besoin de personnes qui vont parler là. Monsieur Élie-Antoine avait l'habitude de parler. Docteur Judith. Ah, on a une réponse. Le problème d'application de la loi, selon Aigan Lovatiana. Aigan Lovatiana, merci pour votre réponse. Donc, en effet, problème d'application de la loi. C'est vrai que souvent, le cadre général des politiques générales est là, les lois sont là, mais le problème, c'est comment on applique les lois. Ça, c'est l'éternel problème, hein. Si on est puissant et riche, les lois s'appliquent moins, hein. Duralex, Sedlex. Pourtant, Quoi d'autre? Est-ce que vous pensez que la direction de la pharmacie à Madagascar a suffisamment d'autorité? Elle a les bonnes lois? Ou alors elle est un peu, comment dire, émasculée par le pouvoir politique qui ne lui permet pas de faire ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? problème de logistique, donc selon vous, Rado. Donc c'est un problème de logistique, Rado, qui apparaît à quel niveau? Quand on dit problème de logistique, c'est où? C'est l'entreposage, le stockage, le transport, les achats. Sur la logistique, vraiment, si vous pouviez développer un peu, Rado, je trouverais ça très intéressant. Si vous voulez bien prendre la parole, on pourrait en discuter. Ça me permettrait d'entendre une autre voix que celle de Pierre. Rado, est-ce Oui, que vous voulez bonjour. bien prendre... Bonjour, Rado. Bonjour, merci de prendre la parole. Bonjour à vous. Bonjour. Oui, en fait, c'est vraiment un problème de logistique du parti pas de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire au niveau du centre de santé et au niveau des agents communautaires. Au niveau des agents communautaires, c'est plutôt problème de stockage. Parce qu'ils n'ont pas euh, de place
spéciales pour entreposer ou stocker les intrants. Et aussi au niveau des formations sanitaires, la plupart des CSP n'ont pas de chaîne de froid fonctionnelle. Donc, les produits thermosensibles n'est pas stocké dans une chaîne de froid. OK. Merci beaucoup, Rado. Mais dans ce cas-là, ce que vous nous présentez là, Rado, c'est en effet, c'est des problèmes logistiques. Mais ce n'est pas comme le cas qu'on a vu tout à l'heure, hein, par exemple de la Gambie, où le problème est vraiment un problème de produits qui ont été achetés, qui étaient déjà déficients. Élie, Antoine, merci, vous avez levé la main, on vous écoute. En tout cas, merci beaucoup pour ce point sur le stockage et la chaîne du froid, Rado. Merci beaucoup. Élie, Antoine, à vous. Vous êtes Élie, Antoine, on ne vous entend pas. Ah, bah voilà, très bien. Oui, vous m'entendez maintenant, hein? Vous entendez très bien, merci, allez-y. Oui. OK. On parle de problèmes sur les produits falsifiés, c'est-à-dire, il y a le. En tout cas, c'est tout ce qui est de produits falsifiés, vol, détournement des médicaments et des fonds générés par les ventes. Oui, le fond du problème, c'est que d'abord, la loi existe, mais l'application des lois est insuffisante. Il y a peut-être un manque de suivi, manque de contrôle dans tous les niveaux hiérarchiques. Mais quand même, il y a aussi un manque de base juridique, c'est-à-dire, normalement, il va y avoir un décret pour la chaîne d'approvisionnement. Ça c'est le principal et le fondement du problème à Madagascar, parce que on est en train c'est maintenant qu'on va concevoir ce décret-là. Il y a le décret, mais c'était un décret, je peux dire, caduc, c'est-à-dire, et qui ne marche pas actuellement parce que ça ne concernait que pour les CSB seulement. Alors que le vol dans toutes les structures et surtout dans les hôpitaux, grands hôpitaux, vont aller des milliards. Hein. Oui, c'est ça la situation à Madagascar. Maintenant, je suis en train, parce que peut-être vous ne m'entendez pas très bien, parce que je suis en train d'établir maintenant, parce que en même temps, moi, je suis ce Zoom-là, en même temps, on m'a engagé d'établir toutes les valeurs des vols établis à Madagascar maintenant, dans toutes les structures FAGEDIS et hôpitaux. Maintenant, donc, finalement, ce sont des milliards qui ont été perdus maintenant. C'est à cause de beaucoup de choses, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, le manque de décrets, mais il y a des lois aussi parce qu'il y a des contrats entre le prestataire et le ministère. Il y a des articles, il y a des arrêtés quand même, mais les responsables hiérarchiques ne suivent pas. Peut-être il n'y a pas de volonté, peut-être à cause du manque de volonté des chefs hiérarchiques, peut-être que la chaîne d'appro n'est pas encore très important pour le système. Peut-être ça va être pour moi, ça va être une grande recherche pour établir et pourquoi cette situation-là. Parce que depuis des vingtaines d'années que ce vol a été existé à Madagascar, même jusqu'à maintenant. Ouais, merci. Merci Elie-Antoine pour ce témoignage et aussi pour le travail que vous faites. Donc vraiment bon courage et bonne chance pour cette entreprise qui vous a été confiée, hein, parce que c'est un grand chantier. Et en effet, hein,
on peut espérer que derrière, il y aura en effet, comme vous le dites, voilà, des améliorations qui seront faites pour éviter cette hémorragie de ressources qui affecte tout le monde et qui empêche en effet d'acheter des produits de qualité. Voilà, Rama Atra, on vous donne la main et puis ensuite Ango Lovatiana, on vous passera la main aussi. Donc Rama Atra, allez-y, on vous écoute s'il vous plaît. Alors, oui, moi je pense que c'est par rapport à la politique générale en fait, parce que là maintenant nous n'avons pas de dans les lois ou dans les textes, il y a jamais mentionné comme il n'y a jamais mentionné le mot mauvaise qualité ou médicaments de qualité inférieure, médicaments falsifiés. C'est pas écrit quelque part. C'est pas retrouvé dans le texte ou dans les lois. Et après aussi, c'est par rapport à la leadership aussi parce que nous, dernièrement, on vient de dissoudre l'entité qui est responsable de la lutte contre le marché illicite des médicaments. OK. Donc, moi, je pense que c'est par rapport à ça. Et aussi, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de loi qui stipule que la vente de ces médicaments falsifiés est interdite, qui ne sont pas reconnus comme des crimes ou quelque chose comme ça. Ok, Voilà. c'est étonnant quand même que ce ne soit pas nommé dans la loi, parce que vous dites que le problème n'est vraiment pas identifié. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est concernant, parce que c'est quand même un problème qui est visible, hein, qui est présent dans les médias partout. Et puis peut-être que quelqu'un d'autre a un point de vue un peu différent. On va écouter Ango Lovatiana et après on vous écoutera, vous, soit Farah. On vous écoutera. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Bonjour. Oui, oui. Je ne suis pas de même avis que notre collègue de tout à l'heure. Moi, je pense que la loi existe. Il est bien écrit quelque part, même si je ne connais pas la référence. Je suis sûre que la loi existe sur l'interdiction d'utilisation des produits falsifiés ou d'introduire des produits falsifiés. Voilà pourquoi on a l'Agence de médicaments de Madagascar. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui est là, qui travaillent à l'agence. J'en suis sûre que la loi existe, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ventes illicites ici à Mata. Et je pense que c'est dans la vente illicite que se produise la falsification, mais pas dans le circuit officiel comme l'officine ou à Salam. Parce que tous les produits qui entrent dans le circuit officiel, normalement, doivent avoir l'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence de médicaments de Madagascar. Où là-bas, il y a le laboratoire de contrôle de qualité. C'est vrai que ce n'est pas vraiment au top, mais eux, au moins, il existe et ils travaillent. Voilà. Merci. Je vous remercie beaucoup, Ango Lovatiana. On reviendra sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vraiment, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Et je vous propose, soit Farah, puisque vous avez levé la main, de prendre la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous. Moi, Bonjour. je vais juste rajouter un peu par rapport à tout ce que les collègues ont déjà dit. Je pense qu'il y a plusieurs problèmes. En effet, à Madagascar, il y a le problème de la qualité, mais aussi les circuits, les marchés illicites aussi qui sont très, très nombreux.
Et donc, peut-être les deux peuvent être mixés en même temps, la qualité inférieure et aussi beaucoup de marchés illicites. Par contre, moi, c'est juste un partage, mais je pense que les gens du ministère, les équipes du ministère aussi peuvent en discuter parce qu'il y a déjà un comité, un groupe de travail qui travaille aussi sur la lutte contre ce marché illicite des médicaments et qui est en train de travailler justement sur les statuts adoptés, sur la loi, sur la réglementation. En fait, c'est en concertation avec plusieurs départements ministériels. Peut-être au niveau des équipes de l'agence et de la DPLMT, ils peuvent en dire un peu plus. Mais moi, je vais juste rajouter, par rapport à la grille ici, c'est vraiment un problème financier hein, qui fait que ces marchés et ces produits de qualité inférieure sont très florissants ici à Madagascar et même, je pense, en Afrique. Hein. Et aussi, par mes connaissances, je pense de cet aspect produits de qualité et de produits falsifiés, parce que on a l'impression que les gens ne sont pas, il n'y a pas assez de sensibilisation là-dessus. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Swafara. Merci beaucoup, madame. Voilà, juste en effet, on a eu, au travers des échanges qu'on a eus, on a vu il y a différentes perspectives, différentes compréhensions un peu des problèmes de sous-qualité, des problèmes substandards, hein, illicites et de mauvaise qualité. Et en fait, beaucoup sont plus liés, beaucoup des points qu'on a liés sont liés à la chaîne d'approvisionnement, les problèmes de stockage, et donc en effet l'impact que ça peut avoir, l'impact négatif ce que ça peut avoir sur la qualité des médicaments. Donc ça, c'est un point quand même qui est à prendre en compte. Voilà. Et puis après, il y a eu des éléments qui ont été portés sur tout ce qui est des comportements vraiment répréhensibles. Voilà, mais ça aussi, c'est peut-être encore un autre élément. Les deux derniers points vraiment qui ont été précisés par, je crois que c'était Madame Arigo et Madame Swafara, hein, c'est vraiment les points qui sont vraiment liés en effet à les marchés parallèles de produits qui sont vraiment sous standard, soit des marchés d'approvisionnement qui vont faire rentrer dans le pays de manière frauduleuse des produits qui ne sont pas du tout au niveau, soit en effet des marchés parallèles où ces produits vont être distribués. Et là, on est vraiment dans un endroit où il y a soit une volonté des fournisseurs de produire des produits qui ne sont pas au niveau, soit une erreur de la part des fournisseurs, hein, qui va ensuite, en effet, avoir des conséquences désastreuses. Une dernière contribution de votre part, donc Thierry Andrianza, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je voudrais juste partager une information sur ce que nous, à l'Agence du médicament de Madagascar, on fait pour contrôler un petit peu la qualité des médicaments sur le marché. Alors, en ce moment, on est en train depuis 2 ans, depuis l'année dernière, on a mis en place un système de surveillance post-marketing, le PMS, pour vérifier, contrôler la qualité des médicaments sur le marché. On a commencé à faire des échantillonnages et des contrôles qualité. Et là, en ce moment... Allô? Allô, on vous entend. Oui, pardon. Oui. Et là, en ce moment, on est en train de rédiger un document cadre pour les rappels de l'eau et les retraits des médicaments de mauvaise qualité ou de mauvaise qualité, de qualité inférieure. En ce qui concerne la lutte contre le marché illicite, c'est vrai, le comité interministériel a été dissous et on est en train en ce moment de voir de mettre en place un organe pour l'idée, la lutte contre le marché illicite, mais on est encore en train de mettre ça en place. Merci. Okay.
Merci beaucoup pour ces informations de première main, en effet. Hein. Juste, Cyril, si vous pouvez votre position, Oui. votre rôle, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous donner votre fonction? Parce que... Je travaille au service enregistrement à l'Agence du médicament, le service qui s'occupe de l'octroi des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Merci. Merci beaucoup. Donc, en effet, sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, vous avez un rôle critique. Hein. En effet, vous avez un rôle critique. Et voilà, c'est bien d'avoir ces informations-là, de voir qu'en effet, il y a une prise en main du sujet, avec en effet des modifications qui sont en train de se mettre en place. Je pense vraiment que la discussion qu'on a, et c'est assez important, c'est qu'en effet, au bout du bout, hein, si on veut regarder vraiment des problèmes, ça a été évoqué par plusieurs intervenants, il y a vraiment un problème financier qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'en effet, si jamais il y avait un accès facilité aux médicaments de qualité, de fortes chances que tout le monde aille vers ces produits-là. Donc, en effet, probablement, voilà, une amélioration des processus, une amélioration aussi des infrastructures, ça a été évoqué par un des participants. Comment, en effet, s'assurer que les infrastructures permettent, une fois que les produits sont sur place, qu'ils soient bien stockés, bien identifiés, bien suivis, bien tracés. Voilà, je vous remercie vraiment pour ces contributions à cette question. Bon, la question suivante est peut-être un peu, je ne sais pas si on va trop y passer de temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant en plus du problème exactement qui s'est passé en Gambie. Hein. Je ne connais pas tous les détails non plus. Enfin, en Gambie et d'ailleurs un peu partout ailleurs, hein, où il y a eu en effet ces sirops pour la toux là, qui ont été produits avec beaucoup d'enfants qui ont été voilà, qui ont perdu la vie malheureusement. Bon, là, le fait de rechercher une question de responsabilité, ça peut être parfois mal interprété. Le but, c'est pas forcément de dire qui est coupable ou pas coupable. Hein, c'est pas une question de jugement. C'est mieux de comprendre un peu sur peut-être plutôt que de voir des personnes responsables, voir des processus. Hein. Quelles sont les responsabilités? Est-ce que c'est une responsabilité au niveau du ministère? Est-ce que c'est une responsabilité sur l'agence d'approvisionnement et d'entreposage du médicament? Est-ce que c'est une responsabilité sur l'agence de réglementation? Est-ce que c'est l'importateur, la personne qui a importé le produit? Est-ce que c'est le fabricant du produit? C'est au niveau de la douane, au niveau du pharmacien? Bon, est-ce que c'est une responsabilité individuelle? Bon, comme vous nous le disiez à l'instant, Thierry, je crois que il y a vraiment une volonté de travailler de manière, d'identifier un peu les endroits où ça bloque et de travailler de manière un peu collective, collaborative, pour essayer de trouver une solution à ce problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'agence de réglementation n'a pas fait son boulot, eh ben, l'agence d'approvisionnement d'entreposage n'a pas fait son boulot aussi. Ouais. Il y en a une qui a pas inspecté, l'autre qui n'a pas inspecté visuellement. Il y a une suite, puisqu'on est dans une chaîne, il y a forcément une suite de responsabilités et ensuite de savoir qui est plus responsable que l'autre. L'importateur pour ce sirop pédiatrique est aussi largement responsable, le fabricant est le premier responsable. Et en effet, se poser cette question-là après coup, ce n'est pas forcément ce qui est le plus utile. Et ce qui est mieux, c'est ce que vous faites à Madagascar, d'avoir une approche proactive et de se dire voilà, comment on change le système pour que ça marche mieux et éviter que ça se reproduise. Donc, en effet, le but, hein, ce n'est pas d'identifier des responsabilités après coup, même si parfois il faut quand même le faire. Hein. Mais le plus important, c'est d'avoir vraiment une démarche constructive en se disant, voilà, comment on va faire pour pouvoir améliorer hein, ce processus. Yeah. Donc, et c'est un peu ce qu'on voulait faire en sous-groupe. Hein,
à l'étape prochaine de ce cours. Maintenant, comme on n'est pas très nombreux, mais on peut quand même faire 2 groupes de 10, hein, un peu comme se séparer en 2 sous-groupes. Mais non, ça ne sert à rien. Vaut mieux rester un groupe, vaut mieux faire ça en plénière. Bon, c'est Gilles. comme tu veux, Pierre, comme tu fais, on Ouais, peut ouais. faire ça. OK. Donc, on va travailler sur. Bon, on avait prévu un peu de temps là pour travailler sur justement un peu le travail que vous avez identifié avec 3 questions assez simples mais assez importantes. La première étant qui doit être impliqué dans la gestion du maintien de la qualité des produits de la chaîne d'approvisionnement. La question 2, c'est quelle fonction de la chaîne d'approvisionnement, hein, si on prend celles qui ont été étudiées dans le cours 1, hein, qui contribue à la bonne ou la mauvaise qualité des produits et comment. Et puis, question 3, quel devrait être le rôle d'un professionnel de la chaîne d'approvisionnement dans la résolution de ce problème? Donc là, on se positionne vraiment dans une optique vraiment très supply chain. Et donc, toute la chaîne d'approvisionnement, hein, depuis voilà, vraiment tout ce qui est les prévisions, la quantification, la planification des approvisionnements, la gestion des achats, les transports, les achats, la livraison, le transport, l'arrivée en stock, le dédouanement, l'arrivée en stock, et puis le stockage, et puis la distribution. Et puis, en effet, la réception dans les centres de santé, sur toute cette chaîne-là, comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité des produits dans la chaîne, dans la supply chain. Donc, le contrôle qualité, hein, c'est vraiment un point fondamental, très, très important. Et on va se rendre compte, en effet, qu'il y a énormément d'aspects qui vont pouvoir contribuer à améliorer la qualité des produits. Que ce soit des produits qui sont des malfaçons, hein, qui soient faites de façon volontaire, et donc comment arrêter ça, que ce soit de façon involontaire, ou que ce soit des produits qui vont, au travers de la chaîne d'approvisionnement, être détériorés par les conditions de stockage ou les conditions de transport. On nous mentionnait tout à l'heure, par exemple, l'absence de chaîne du froid. Par exemple, voilà comment on peut avancer là-dessus. La première question, c'est qui doit être impliqué dans le maintien de la chaîne d'approvisionnement. Alors, on va essayer de, pendant que vous réfléchissez un peu, là, on va peut-être essayer de partager l'écran, de faire ça d'une manière un peu aussi interactive. Pierre, pendant que j'essaie d'ouvrir un logiciel de carte heuristique, peut-être je te laisse faciliter ou avancer sur la première question, hein, qui sont les acteurs. D'accord. Chef, je m'attelle à la tâche. Qui veut commencer à parler de cette question, à répondre à cette question? Je la rappelle, qui doit être impliqué dans la chaîne du maintien de la qualité des produits de la chaîne d'approvisionnement. Donc, la question est un peu plus pharmaceutique que chaîne d'approvisionnement, n'est-ce pas? Puisqu'on parle du maintien de la qualité. D'ailleurs, je crois qu'il y a une faute à maintien, non? Je pense qu'il n'y a pas de T à la fin. Donc, qui doit être impliqué? Et on attend votre réponse proactive avant que Gilles nous impressionne avec sa technologie. Allez-y. Qui veut répondre à ça? Quelqu'un lève la main, s'il vous plaît. Monsieur Élie Antoine. Pas toujours les mêmes. Ah bon, il a déjà parlé? Oui, Élie Antoine, vous avez déjà... Mirana. Donc, voilà, on remettra les questions par moment. Je vais quand même partager mon écran pour qu'on puisse remplir comme ça de manière un peu... Il y a quelqu'un qui s'appelle Priyanka, là. Elle veut bien parler, répondre à la question? Non, c'est une mauvaise blague. Patricia.
Donc, maintien de la qualité, voilà le sujet. Alors, la première question qu'on va essayer d'aborder, c'est celle des acteurs. Est-ce que vous voyez la carte là? C'est bon? On voit bien. Parfait. Allez-y. Bon, il y en a. Oh, c'est vendredi, hein? Difficile de motiver. Allez-y. Ramatra. Vous m'entendez? Très bien. Allez-y. Je pense que c'est les personnes c'est toutes les personnes qui travaillent à chaque opération de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, les gestionnaires de stock, le pharmacien, les responsables d'achat, les responsables de la distribution, les responsables de transport, les responsables de l'entreposage et tous les personnels impliqués dans la chaîne d'approvisionnement doivent être responsables du maintien de la qualité. D'accord. Donc, vous pensez aux opérationnels et vous pensez aussi aux superviseurs de ces Et oui. opérationnels, puisque vous parlez des responsables. Mais le responsable, ce n'est pas le manutentionnaire, mais il y a un responsable des manutentionnaires. Oui. Et les manutentionnaires aussi. Oui, c'est ça. Les manutentionnaires parce qu'ils opérationnalisent et les responsables de ces personnes-là parce que ils supervisent. Oui. Oui. Donc les et deux. Aussi, Oui, très bonne réponse. Oui, allez-y. Oui, les deux. Et aussi, il y a ceux qui sont impliqués dans la gouvernance. Plus précisément. Euh, les, les personnes qui sont impliquées dans la réglementation. OK. Donc, la direction de la pharmacie, c'est-à-dire le régulateur. Oui. OK. Oui, tout à fait. OK. Très bien. Est-ce qu'on peut penser à quelqu'un d'autre? Moi, c'est exactement la même chose que je voulais dire, que c'est en fait, c'est tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement qui sont au niveau opérationnel, mais il y a aussi les obligations en termes de formation aussi, tous ceux qui sont responsables de former les différents acteurs, peut-être plus les pharmaciens qui doivent former aux bonnes pratiques de stockage, de distribution. Et donc, ça revient aussi au rôle régulateur du ministère de la Santé par le biais des inspections pour assurer les bonnes pratiques de stockage. Parlons un peu du secteur privé, lucratif ou non. Parce que là, on peut penser que tout ça, c'est très secteur public. Si je vous parle de commenter, Soafara, le secteur privé. Je pense qu'au niveau du secteur privé, il y a aussi certaines normes Je pense que tout le monde aussi est soumis aux bonnes pratiques, aux bonnes pratiques, le respect des bonnes pratiques, aux normes. Donc, vous êtes en train de dire que dans les acteurs, il doit y avoir acteurs privés et publics? On doit peut-être libeller ça, acteurs privés et publics à ce moment-là. C'est ça? Oui. Parce qu'en fait, il y a les entreprises pharmaceutiques, il y a les grossistes répartiteurs, mais dans un certain sens, les grossistes répartiteurs, ils ont aussi des acheteurs, ils ont aussi des entreposeurs, ils ont aussi des transporteurs. En fait, ça s'applique aux deux. C'est ça que je veux vous dire. Il y a seulement le régulateur qui restera public. OK, très bien. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à ça?
Non, plus personne, mais je crois qu'on a fait le tour. Hein. On pourra y revenir. On va, parce après, bon, c'est vrai, les questions se reprennent un peu. Donc, la deuxième question, hein, c'est par rapport aux fonctions. Donc, je vous rappelle la deuxième question. Quelle fonction de la chaîne d'approvisionnement contribue à la bonne ou mauvaise qualité des produits et comment? Donc, il y a le comment. Donc, on a vu les acteurs. Maintenant, on va voir les fonctions. Alors, peut-être plutôt que de juste faire la liste des fonctions, montrer un peu quel est le rôle spécifique hein, de certaines fonctions. Allez-y. Allez-y, intervenez, s'il vous plaît. Ce n'est pas très compliqué. Bon, il y a une fonction, hein, il y a un point quand même qui est très, très important dans le travail qu'on fait quand on est sur la supply chain. C'est qu'à un moment ou un autre, il y a des experts, hein, des experts qui sont vraiment des experts pharmaceutiques ou médicaux, qui vont déterminer les spécificités des produits à acheter. D'accord? Donc, c'est peut-être les spécificités telles qu'elles sont inscrites dans la liste des médicaments essentiels. Ça, c'est un point important. Et on va se rendre compte qu'en fait, il y a une fonction, donc le rôle de cette fonction-là, bien sûr, ceux qui vont rentrer les produits, qui vont préciser les spécificités, les caractéristiques techniques des produits à acheter, que ce soit le packaging, que ce soit les dosages, que ce soit la nature des composants, que ce soit tous ces éléments-là. Ces gens-là ont un rôle très important. En général, ils travaillent aussi avec l'OMS, avec des acteurs internationaux qui sont très importants. D'ailleurs, on n'a pas mentionné les acteurs internationaux comme l'OMS ou autres dans les acteurs ci-dessus. Et donc, on va voir la liste. Ensuite, ça va être aux acheteurs, hein, aux personnes de la chaîne d'approvisionnement, de passer les achats auprès de fournisseurs, d'identifier les fournisseurs. Et donc là, il y a une communication qui se fait. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que plus que la fonction elle-même, c'est comment la collaboration entre ces fonctions va être efficace ou pas. Parce que si je suis excellent dans la détermination des spécificités produits, des caractéristiques techniques produits, des fiches produits à acheter, si je suis excellent pour faire ça, mais que je suis un très mauvais communicateur et que je ne donne pas l'information complète ou sous une manière claire et compréhensible aux acheteurs, alors là, il va y avoir un problème. Et de la même manière, si je suis le meilleur des acheteurs, que je sais négocier, faire les contrats, identifier les fournisseurs, mais que je suis un très mauvais communicateur et que je ne comprends pas quand on me dit voilà, telles conditions pour tels achats, telles caractéristiques, quel stockage, quelles conditions de stockage et ceci sont nécessaires, et que je ne reçois pas bien cette information et que je ne la transmets pas bien aux fournisseurs, rien que déjà dans ces étapes de collaboration, on risque de perdre énormément. Donc voilà, plus un système est compliqué, plus les enjeux sont importants, plus quand on refonde le système, et puisque vous êtes en train de le refaire vraiment à Madagascar, hein, puisqu'il y avait, si j'ai bien compris, une agence, un comité interministériel qui travaillait là-dessus, que ce comité interministériel est dissous et qu'il y a une autre solution qui va être proposée. Voilà. De notre très humble point de vue, voilà, la suggestion, s'il y a une suggestion à faire, c'est vraiment de travailler sur la collaboration, les interactions entre les différents membres de ce comité et comment les interactions et la communication et la collaboration au niveau de la supply chain va fonctionner. Parce que c'est vraiment un enjeu. On a souvent vu dans certains endroits des collaborations qui ne se faisaient pas directement entre les personnes qui travaillent dans un service, mais qui devaient à chaque fois remonter au niveau des managers pour que les managers parlent entre eux, qui prennent des décisions entre eux et qui fassent redescendre ces décisions au niveau des opérationnels et des opérateurs. Et ça, on l'a vu tout à l'heure quand on mentionnait responsable opérationnel, il faut vraiment que tout le monde soit impliqué dans la qualité. Donc, ce n'est pas juste se dire, voilà, les responsables, ils vont discuter entre eux, ils vont prendre des décisions et puis ils vont dire ça aux opérationnels. Non, il faut que les opérationnels entre eux communiquent directement, échangent les informations de manière efficace, parce qu'on ne peut pas toujours faire voilà, des montées, des descentes d'informations. Il faut vraiment que ça circule aussi de manière transverse. C'est un gros problème dans les organisations, c'est ce qu'on appelle les silos. Hein. C'est comment casser des silos entre des organisations pour s'assurer que chaque département travaille bien avec l'autre.
Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus ou voilà, si on peut avancer un peu en effet sur les fonctions et voir comment ces fonctions, quelles sont les fonctions. Voilà, moi, voilà, je voudrais commencer par exemple la fonction qui détermine hein, comment les caractéristiques techniques des produits. Hein, quelle est la fonction, quelle est la spécification. Spécification. Voilà, merci. Ensuite, voilà, moi je mettrais département achat, les achats. Hein, parce que si les achats, bah, ils n'ont pas les bonnes spécificités, ils ne vont pas pouvoir transmettre. Ensuite, qu'est-ce que tu mettrais? Bon, si jamais c'était à moi, moi je mettrais en effet bon, les achats. Une fois que les achats ont été faits, il faut le contrôle à l'arrivée. Hein. Ça, le contrôle à l'arrivée, c'est... Attention, il y a tout le travail du transitaire. Ah, voilà, Pierre. Donc on passe à un autre enfin, on passe à un sous-traitant qui est le transitaire. Bon, on parle pas du fournisseur là. On parle pas du fournisseur. Pourtant, le fournisseur a bien évidemment un rôle très important. Hein. Donc attention, si mes souvenirs sont bons, dans la question dans cette deuxième question, on posait la question et pourquoi? Spécification du produit, c'est parce qu'il faut que les produits soient ceux qui soient nécessaires au pays. Pour les achats, il faut qu'il y ait un certain nombre de critères de qualité, n'est-ce pas? En effet. Qui soient respectés, et notamment des critères de production préqualifiés OMS en est un. Tu peux mettre entre parenthèses préqualification, ouais, c'est ça? Enfin, la préqualification, ça intègre des critères de bonne production, GMP, et le couple, le fameux couple. OK. GMP, c'est plutôt au-dessus, mais bon, c'est pas grave, on s'entend. Transitaire, ben, il faut que toutes ces activités maintiennent, toutes ces sous-activités maintiennent la qualité, n'est-ce pas? Alors, transitaire, moi, je me suis permis de rajouter contrôle qualité et quantité. Hein. Et le transitaire ne fera pas ça. Non, je sais, mais j'ai rajouté parce que ça fait partie des prestataires. Disons que ça fait partie des prestataires qui sont impliqués dans le transport. Et j'ai voulu insister sur le contrôle Q&Q, donc qualité-quantité, externalisé. Et non plus le contrôle qualité et quantité interne. D'accord? Parce qu'il peut y avoir deux étapes de contrôle quantité-qualité. Hein, on l'a déjà évoqué, je crois, dans le CAC1, le fait qu'on peut avoir des prestataires de services. Hein, Veritas, par exemple, est un cabinet mondialement connu, le bureau Veritas. SGS est un cabinet aussi mondialement connu, hein, qui s'occupe de faire en douane, sous douane, des contrôles, des prélèvements sur les produits qui sont portés. Alors, bien sûr, ça a un coût, hein, mais l'avantage de faire ça en externe, c'est que ça vous donne une position neutre. Hein, en termes s'il y a un litige derrière, ça peut être vérifié. Après, sur des produits comme les produits pharmaceutiques, parfois il faut des équipements en laboratoire qui doivent être qui sont souvent disponibles au niveau de l'État. Voilà. Donc là, en effet, je rajoute encore une fois contrôle QNQ, contrôle qualité et quantité, en sachant cette fois-ci qu'il s'agit de interne, en interne. Voilà.
On voit aussi, c'est que ces éléments de contrôle qualité et quantité en interne, ou ces éléments de contrôle qualité et qualité en externe, que ce soit donc en effet des entreprises comme SGS ou le Bureau Veritas sous douane, ou que ce soit lors de la réception, en l'entrepôt, le laboratoire que vous pouvez avoir dans, par exemple, je ne sais pas, à la Salama. À la Salama, est-ce qu'il y a un laboratoire de contrôle en interne dans les entrepôts de réception? J'ai une question. Non, 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 nous n'avons pas de laboratoire en interne de contrôle des réceptions. Donc, Quand on veut faire, non, on n'en a pas, mais quand on veut faire des analyses, il y a le laboratoire national de contrôle qualité, donc qui est au niveau du ministère de la Santé, mais en interne, nous n'en avons pas. d'accord. Est-ce que vous avez un contrôle systématique des produits qui arrivent ou pas? Oui, on fait un contrôle. Bon, c'est une inspection visuelle, vérification de la conformité des produits par rapport aux échantillons dont nous disposons. En fait, c'est une inspection visuelle qualitative et quantitative aussi. C'est-à-dire qu'on fait un comptage des produits. D'accord, d'accord, très bien. Vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas il y a certains pays, par exemple, au Kenya, quand ils reçoivent une nouvelle livraison, ils vont toujours mettre la livraison en quarantaine, le temps de faire un minimum de tests, par exemple. Ils vont faire des tests, enfin, les contrôles en effet que vous avez mentionnés, mais aussi des contrôles chimiques, hein, parfois sur la qualité des produits. Donc, eux, ils ont un laboratoire dans leur entrepôt, ce qui leur permet de faire ça en temps assez rapidement, quoi, voilà. Non, non, pour le moment, nous n'avons pas ça, mais peut-être plus tard. Mais là, ce qu'on fait, c'est on a un contrôle post-marketing et sur base d'analyse de risque, par exemple, les nouveaux fournisseurs, ceux-là, oui, on garde, pas à la réception. On garde, par exemple, une certaine quantité qui va être testée, mais sur base d'une analyse de risque. Et c'est vraiment une petite proportion, mais ce n'est pas systématique. Très bien. Et vous le faites à quel niveau, le post-marketing? Au niveau de les produits qui sont stockés au niveau central, parce qu'on n'a pas encore... là, on est sûr d'avoir les lots qu'il nous faut, en fait. On le fait au niveau de notre stock et au niveau central, oui. D'accord, mais ça reste dans votre réseau, ça reste pas, ça va pas au niveau des formations sanitaires. Non, 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 pour le moment, non, c'est juste au niveau de notre stock, c'est-à-dire que les produits ne sortent pas, mais on a des cas où, par exemple, on a des défauts de qualité qui sont, comment on va dire, qui sont rapportés par les clients. Donc, ceux-là, ils sont déjà arrivés au niveau de l'utilisateur, mais ils sont aussi testés. Mais en tout cas, dans notre plan d'échantillonnage, le stockage, c'est vraiment au niveau central, mais ça, c'est pour les cas des produits retournés. On a aussi ces produits qu'on teste. Très bien. Merci, merci beaucoup. Encore une fois, on voit dans les points qu'on a mentionnés ici, il y a vraiment deux aspects hein, sur la qualité des produits. Il y a la qualité des produits de sous-standard en fait hein, et falsifiés. Et c'est vraiment les produits dont la qualité est intrinsèquement mauvaise. Et puis, il y a les produits dont la qualité a pu se dégrader au cours du transport. Donc, ce sont vraiment aussi des choses qui sont assez différentes. Et vraiment, aujourd'hui, ce sur quoi on voulait vraiment se concentrer, hein, c'est en effet sur le premier élément, hein, qui sont en effet les produits de qualité, la qualité des produits, et notamment les produits voilà, de
mauvaise, enfin voilà, de sous-standard, quoi, sous-standard et ou falsifié. Donc, le troisième point qu'on voulait aborder, hein, c'était la question, c'était quel devrait être le rôle d'un professionnel de la chaîne d'approvisionnement dans la résolution des problèmes. Donc, quel devrait être le rôle, hein, d'un professionnel dans la résolution de ces problèmes. Donc, on va rajouter une petite étiquette là maintenant et on va parler du rôle. Bon, alors, quand on entend rôle, hein, comprenons peut-être comment ça s'appelle, quel comportement, quelle approche on peut demander à des professionnels de prendre. Alors, selon vous, quels sont les comportements, les bons comportements à avoir? Quelles pourraient être voilà, les approches que les acteurs pourraient, voilà, on devrait promouvoir, hein, pour que la qualité des produits soit maintenue? Quelqu'un parlait de la formation un peu tout à l'heure. Ouais, c'est une très bonne idée, ça. Quelqu'un parlait de la formation. Je ne sais plus qui c'est qui parlait des acteurs de formation. La formation continue, peut-être, des choses comme ça, sur les rôles, être voilà, en formation continue ou la sensibilisation. Donc, je vais former. Ben, former à tous les niveaux. Et tous les acteurs opérationnels, ils doivent être formés. Ils doivent respecter aussi, suivre les directives émises par le régulateur. Discipliné. Mais discipliné sur quoi? Bah, sur ce que tu viens de dire, là, ce que tu viens de dire. Ok. Sur redis-moi, tu avais dit les… Ben, suivre les directives émises par le régulateur. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser à quoi d'autre, là? Les participants. Oui, peut-être on peut penser au renforcement de la législation et de renforcer la législation et les lois concernant ces produits, ces médicaments falsifiés. Et aussi, j'allais dire, la sensibilisation de masse des populations. Oui, sensibilisation de la population générale. C'est très juste, ça. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il était décevant que le régulateur ne mette pas en ligne un système de rapportage des cas de produits impropres. Donc, je pense que Gilles, on pourrait mettre ces systèmes de rapportage, mise à disposition d'un système de rapportage. Voilà. Idéalement, il faudrait une hotline, si vous voulez. Ah oui. Alors, de nos jours, en fait, de nos jours, un formulaire Google Form suffirait, en fait, s'il est bien. Maintenant, il faut qu'il soit disponible, il faut que les gens y pensent, il faut que les gens y accèdent. Voilà, d'autres éléments, parce que quand même, là, quand on a parlé de renforcement de la loi, sensibilisation, moi, ça m'a fait penser aussi au plaidoyer. Hein, donc, c'est vrai que chacun… Plaidoyer auprès de qui?
Le plaidoyer, que chacun devienne un acteur du plaidoyer pour la prise en conscience de ça. Donc, plaidoyer auprès du gouvernement pour les lois, plaidoyer auprès de la population pour la prise en... Voilà, que vraiment les gens soient formés, sensibilisés, mais aussi qu'ils forment et qu'ils sensibilisent les gens autour d'eux, quoi, voilà. Bon, je vais quand même le mettre, si vous permettez. On permet. Merci, c'est gentil, Pierre. Plaidoyer. Puis la vigilance aussi, parce que c'est vraiment un moment de... C'est toujours bien d'être vigilant. Vigile. Mais en fait, tu peux être plus précis qu'être vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire rapporter. C'est du rapportage, la vigilance. La vigilance, c'est avoir toujours à l'esprit qu'on peut être face à un problème qui va impacter la qualité. Donc, avoir toujours à l'esprit que... Vigilance de qui? Vigilance des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Ah, ok, ben, ça c'est mieux. De manière, Pierre, dès qu'il voit marqué Gilles dans un mot, il voit rouge. Non, gilet vert. Tu m'as dit gilet vert aujourd'hui. Il n'est pas gilet jaune. Mais non, mais il faut être un peu précis parce que vigilance, ça veut dire quoi? Pour qui? Par qui? Et c'est vrai qu'on le dit souvent, hein, c'est vraiment, enfin, surtout comment ça s'appelle, quand on travaille dans la logistique et la chaîne d'approvisionnement, on dit toujours la qualité, c'est l'affaire de tous. Ça, c'est vraiment un truc qu'on voit partout. Dans tous les entrepôts, il y a les autocollants avec la qualité et l'affaire de tous, la qualité et l'affaire de tous. Et c'est vrai, hein, la qualité, que ce soit sur la qualité des processus, que ce soit sur la propreté d'un entrepôt, que ce soit sur la qualité des produits qui sont transportés, la qualité est vraiment l'affaire de tous. Et donc, individuellement, c'est pour ça que je parlais de cette vigilance. Il faut toujours qu'on est toujours, quand on travaille dans un entrepôt, quand on travaille dans un service achat, quand on travaille dans un service de distribution, quand on est le chauffeur routier qui va transporter les produits, on doit toujours avoir quelque part en tête, à l'arrière, dans le cerveau, qui dit la qualité, la qualité, la qualité, la qualité, la qualité, la qualité. Et comprendre en effet qu'est-ce que ça veut dire, d'avoir cette espèce de mantra là, le mantra de la qualité, en permanence se répéter ça, parce que ça veut dire que si je suis chauffeur routier, je vais éviter les nids de poules, je ne vais pas conduire trop vite, je vais essayer de ne pas peut-être mettre Mais Gilles, excuse-moi de t'interrompre, on est vigilant si on a été sensibilisé, non? Exactement. Il faut être sensibilisé et il faut être vigilant, parce qu'on peut être sensibilisé et ne pas être vigilant. Voilà, par exemple, garer son camion à l'ombre plutôt que de garer au soleil, ça fait partie en effet de la vigilance qu'on attend d'un chauffeur routier, par exemple. Formé, voilà. Sensible et vigilant. Sensible et vigilant, voilà, sensible et vigilant. Après, voilà, hein, ce sont des qualités qu'on attend de tous et de toutes. Dans la vie. Voilà un peu la petite carte qu'on a faite. Alors bon, voilà, par-delà l'exercice qu'on a fait, je vous engage à utiliser tous des cartes heuristiques, les cartes mind map, comme on dit. Elles ont l'avantage parfois contrairement aux listes de bullet point ou de choses comme ça, de donner une approche un peu plus globale du travail qui a été fait. Voilà. Et puis c'est joli. Oui. Est-ce que je peux intervenir un peu? S'il vous plaît, on n'attend que ça. Oui, sans oublier peut-être, et je pense que c'est très important, la volonté politique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Soyez plus précis, la volonté politique. Ça veut dire quoi? En fait, que le gouvernement est conscient et veut bien combattre contre ce genre de... Il y a 24 personnes au gouvernement, vous en citez une plus particulière. Vous voulez que la volonté le ministre de la Santé soit plus, comment dire, exige de la redevabilité du régulateur, c'est ça que vous voulez dire? En fait, ce que je veux dire, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'auparavant, nous avons eu une comité de lutte contre la vente illicite des médicaments et aussi des médicaments falsifiés et médicaments de qualité inférieure. Mais le comité a été dissous par le gouvernement.
pour être remplacé. Hein. On nous a dit il va y avoir, on nous a dit qu'il va y avoir une remplacée avec un comité qui va. Alors, c'est étonnant qu'il ait été dissous et qu'il n'ait pas été remplacé temporairement et qu'ensuite il revienne. Est-ce qu'il va revenir? Ouais, leadership. Mais je pense que volonté publique, pour moi, ça ne veut rien dire, Gilles, c'est ça le problème. C'est une volonté politique du ministre de la Santé d'avoir un régulateur qui a un pouvoir de coercition. Ce que j'aime pas trop dans volonté politique, c'est qu'on met ça dans tous les plans stratégiques. Et on fait quoi finalement si c'est un manque de volonté politique? Pour moi, c'est pas un rôle en plus. Le rôle, c'est que le ministre applique un leadership fort sur l'application de la loi pharmaceutique. Quelles sont les positions de nos amis? La volonté politique, oui. Excusez-moi, parce que je n'avais pas vu les éléments là, qui sont apparus dans le chat. Donc, je suis désolé, je n'avais pas pris ça en compte. La pharmacovigilance, sanctionner les malfaiteurs. Voilà, qu'il y a un pouvoir de coercition, de sanction. Alors, il y a des points qui sont là dans le. Et dissous, c'est pas cher. Hein. Est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le rôle de régulateur. C'est l'agence de médicaments et c'est la DPLMT. Ben, le problème ici à Mata, c'est pas vraiment seulement au niveau de ces deux régulateurs, mais aussi au niveau de force de l'ordre, je crois, parce que nous, on travaille bien. On fait, par exemple, si on descend dans les quartiers où la vente illicite est florissante, nous, notre rôle seulement, c'est de rédiger le rapport. Il y a le vente illicite, il y a la population qui achète la paille et tout ça. Mais le problème, c'est que les forces de l'ordre n'appliquent pas ce qu'on leur demande. Mais est-ce que, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que normalement, ce qui devrait se passer, est-ce que ça ne serait pas plutôt que les inspecteurs pharmaceutiques viennent et se déplacent avec la police pour qu'ensemble, ils agissent? Parce que si l'un travaille sur l'autre… Oui, normalement, c'est ça. Normalement, nous avons ici un task force avec les différents acteurs, mais le problème, surtout, c'est au niveau de force de l'ordre pour l'application de Pourquoi ils sanctions. Ne viennent pas avec vous? Parce que nous sommes deux ministères différents et bon, c'est comme ça. Mais au niveau du ministère de la Santé, ça va. Mais c'est l'application de sanctions qui ne va pas du tout. Mais c'est à la justice d'appliquer les sanctions, c'est oui, pas oui, la… oui. Ah oui, donc c'est trois ministères parce que vous avez la police. C'est au ministère de la Justice et puis au ministère de la Force de l'Ordre, oui, de la Sécurité publique. Ouais. De la Sécurité publique, oui, c'est ça. Merci. En effet, c'est un point qu'on avait passé. J'ai rajouté les forces de l'ordre dans les acteurs, hein, du coup. Hein, et en effet, le fait qu'il faille sanctionner, renforcer les inspections, en effet, un point qui est vraiment très, très important. Ouais. Merci. Oui, ça existe dans beaucoup de pays. Maintenant, s'il y a une task force qui est multidisciplinaire, peut-être qu'on va pouvoir mettre des représentants de ces trois ministères et ça va pouvoir fonctionner. Mais effectivement,
Mais c'est vrai que l'important, encore une fois, voilà, c'est la collaboration, comment les acteurs travaillent entre eux, c'est vraiment important. La collaboration, c'est vraiment la clé de beaucoup de problèmes complexes. Hein. Quand on est face à des problèmes complexes comme ça et qu'on veut les résoudre, seul, on n'y arrive pas. Hein. Comme on dit, Il il y a faut collaborer. à un problème, Collaborons. il y a toujours une réponse simple, claire et fausse. Hein. Parce que les réponses à des problèmes, en général, voilà, elles sont pas aussi, elles sont pas simples et claires, quoi. Elles sont plus compliquées et ça nécessite l'application de plusieurs perspectives, de plusieurs acteurs. La vérité est ailleurs. Voilà. Il y a une main qui est levée. Ango Lovatiana, vous avez levé la main, vous souhaitiez parler ou c'est une main qui est restée levée depuis tout à l'heure? Vous êtes fatigué. Voilà. Donc, voilà à peu près le résultat que l'on a. Hein. Il y a des points qui sont intéressants. Vraiment, on vous remercie pour vos contributions. On va partager cette carte avec vous. Et je vais arrêter de la partager pour le moment. Merci pour vos contributions. Priyanka, on peut revenir au slide. Dis-moi, Pierre, tu as baissé la lumière de ton côté, j'ai l'impression. Ah oui, mais c'est la lumière naturelle qui a baissé. Ah. Il est 6h30. Hein. Il est 6h30 18h30. 18h30. On arrive, on se rapproche de la fin de la session. Donc, est-ce que sur ce qu'on a discuté, des points que vous souhaitiez discuter, des questions, des réponses à apporter, des commentaires supplémentaires, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on approfondisse, voilà, des choses qu'on n'a pas pris en compte peut-être pendant la session? Moi, j'ai une question. J'ai S'il une vous plaît. question. Oui, par rapport à justement à ces produits de qualité inférieure et falsifiés, comme vous avez déjà la connaissance, peut-être par vos expériences, comment ça se passe au niveau des autres pays pour la lutte contre ces médicaments de qualité inférieure et falsifiés? Je peux parler du Niger? Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent ou pas? Oui, Pays africains, oui. Oui, je peux parler du Niger où j'ai interviewé la responsable de la direction de la pharmacie ainsi que le douanier en chef et qui disait qu'il avait un groupe WhatsApp avec la directrice de la pharmacie et à chaque fois qu'il arrêtait des gens avec une cargaison, il envoyait des photos et comme ça, sous les 2 heures, il avait une réponse, quoi. Je trouvais que c'était très intéressant, très pragmatique. Bon, il y a peu d'acteurs. Maintenant, au Niger, il y a beaucoup de produits qui sont de mauvaise qualité. Alors, quels sont les pays qui ont bien avancé? Il y a le Bénin, où le nouveau président, Patrice Talon, qui est qui va chercher probablement son 3e mandat, parce que quand on en a fait 2, on aimerait bien en avoir un 3e, voire même un 4e, mais pas de politique à cette tribune, et qui a en fait placé un directeur de la DP, de la direction de la pharmacie et du médicament, une personne avec beaucoup de pouvoir. Et mais je crois qu'au Bénin, la procédure avait été bien ficelée, c'est-à-dire que quand il y a des inspecteurs qui vont à un endroit, ils viennent avec la police. Et donc, tout est confisqué, les gens sont arrêtés. Ensuite, il y a des tests il y a un test identique, il y a un test préliminaire qui est fait, visuel, etc., machin. Et puis ensuite, il y a des tests véritablement, des tests au laboratoire de contrôle qualité qui sont faits. Et ensuite, donc vous voyez, les choses ont été extrêmement rapidement prises en main par ce nouveau président. Maintenant, au Rwanda, je pense que le président Kagame a fait faire la même chose et c'était extrêmement, je crois que les pénalités ont été rehaussées. Enfin, il y a eu une décision, un leadership fort qui a dit les responsables seront culpabilisés.
Voilà, à toi, Gilles, je ne sais pas ce que tu pourrais. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus. Ouais, voilà, c'est pas mon cœur de métier. Par contre, c'est dommage que Sanjay ne soit pas là, parce que Sanjay, vraiment, lui, je sais qu'il Ouais. a travaillé là-dessus. Ce qu'on va faire, soit Farah, on va répondre à votre question peut-être ultérieurement, hein. On va essayer de trouver quelques exemples et voilà, des recommandations pratiques, hein, Ouais. pratico-pratiques, qui pourraient répondre à votre question. Autre exemple, si le cœur de Gilles est ailleurs, en RDC, je sais que le gouvernement avait sollicité la Banque mondiale pour donner des coordonnées GPS de toutes les pharmacies du pays. Alors, or c'est un continent dans le continent, hein, la RDC. Et ils avaient réussi à faire une belle cartographie et faire en sorte qu'à chaque fois qu'une pharmacie s'enregistrait, eh ben, on avait ses coordonnées GPS, il y avait les formulaires, tout ça, c'était bien enregistré en ligne et ça permettait de faire un suivi bien mieux et de cartographier, bien entendu, les pharmacies qui étaient illicites. Donc, vous voyez, il y a une kyrielle de choses qui sont faites. Je crois que l'OMS peut largement vous apporter leur compétence technique, qui est la meilleure compétence technique. Premièrement, ensuite, MTAPS, qui est une émanation de MSH, qui travaille dans beaucoup de pays sous financement USAID, a pour principale tâche la régulation, qui peut aussi suggérer plein de choses. Maintenant, l'OMS, depuis quelques années, a développé une méthodologie pour évaluer les autorités de régulation. Je ne sais pas si à Madagascar, vous êtes passé par cette évaluation, mais ça vous donne un niveau de maturité de 1 à 5, je crois. Et donc, en fait, c'est une série de questions. Il y a une auto-évaluation, mais il y a aussi des évaluations qui sont faites par des auditeurs, des inspecteurs extérieurs, donc qui est peut-être plus, comment dire, qui est un autre exercice et qui fournira donc des niveaux de maturité pour toutes les fonctions de l'autorité de régulation et qui, de ça, explique quelles sont les étapes à implémenter pour arriver à une maturité supérieure. Est-ce que vous êtes au courant ? Allô ? Non, bah écoute, on va. Oui, oui, on est au courant. Ok. Voilà. Mais bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment l'aperçu. C'est très complet. Merci beaucoup, Non, c'est loin Pierre. d'être complet. C'est On va essayer on des va- expériences glanées à droite et à gauche. on va essayer de complémenter ces réponses par écrit suite au cours. Donc, en tout cas, merci et on va suivre ça. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres questions, d'autres points que vous voudriez partager? Merci. Okay. Alors, on va vous envoyer le petit sondage là, pour savoir comment vous avez trouvé la session aujourd'hui. Je viens de mettre dans le chat là, le lien vers Xmind, hein. Si vous voulez télécharger l'application qu'on a utilisée, il y a une version payante, mais il y a une version gratuite qui marche très bien, hein. Donc, vous pouvez utiliser la version gratuite. Elle vous permettra d'ouvrir le fichier que je vais vous envoyer. On vous enverra le fichier en format PDF. On pourra l'ouvrir en format Xmind pour ceux qui voudraient pouvoir le retravailler, le changer, l'améliorer, en faire quelque chose. Voilà. On vous remercie tous et toutes pour votre participation. Il y avait un peu moins de monde aujourd'hui, hein. Voilà, on a 30% excellent, 50% très bien, 20% bien. Bon, on est moins bien que les 33, 33, 30, enfin, moins bien. On était 33, 33, 33. On avait un tiers, un tiers, un tiers.
même, on a Attention, c'était les un peu humeurs. perdu sur le tiers du haut, on a un peu perdu sur le tiers du bas, donc on s'est concentré sur le milieu. On va dire que c'est Mais positif. c'est pas le même sujet, Gilles. Je sais que c'est pas le même sujet. Ah bon. C'est une boutade. Que personne ne m'en veuille pour ça. On t'en Je veut- vous on t'en- Je vous souhaite un très très bon week-end, Pascal. Vraiment un très bon week-end de Pâques à toutes et à tous. Profitez bien et voilà, qu'il Moi soit aussi. rempli de bienfaits et Pas trop de chocolat. de bonheur et de voilà, et beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaits. Et à la semaine Dieu prochaine. vous bénisse, là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. À la Allez, prochaine. au revoir, bon week-end. Reposez-vous bien et continuez à Au bien revoir, travailler. merci Au revoir. Au Merci à vous. revoir. Merci beaucoup. Bon week-end. Au revoir tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir.